Donc, quand vous le voyez, la thématique de notre première table ronde est prévalence des facteurs sociaux, économiques et également culturels et juridiques impactant l'évolution de la dynamique de la pratique des mutilations sexuelles féminines. Nous allons élargir notre réflexion, notre corps, on a tout à l'heure avec nos invités, chers invités. Alors, vous aurez aussi les micros après pour converser avec nos invités sur la table ronde, sur la première table ronde, ce cher public. Alors moi, je vous donne le micro et je te laisse sur scène. Merci beaucoup, David. Merci. Alors, mesdames, merci beaucoup encore une fois et bienvenue. Donc, tout d'abord, avant de commencer notre débat, je voudrais vous demander de vous présenter, de faire un petit tour de table, de vous présenter pour parler de vos projets et de votre engagement vers cette cause qui nous réunit aujourd'hui. Donc, je commence avec vous, Madame Sia. Bonjour à toutes et à tous. Le micro fonctionne. Vous m'entendez? Non. C'est mieux là? Non. Vous m'entendez? Bonjour à toutes et à tous. Non, toujours pas. Un peu plus le micro à votre but, s'il vous plaît. De l'approcher un peu plus de votre bouche, peut-être. C'est bon là? Oui. Ok. Merci. Donc je suis Fatoumata Silla, je suis épidémiologiste et chercheuse à l'INSERM en région parisienne. Et mes axes de recherche sont focalisés sur la santé gynécologique, notamment les fibromes utérins et les mutilations sexuelles féminines, sur lesquelles j'ai mené ma thèse. Je me suis à faire projeter un peu plus. Sinon, peut-être il faudrait allumer au câble. Ouais, comme ça et plus proche. C'est mieux? Oui. Ok, je vais essayer de parler plus fort. Donc, je disais que je suis chercheuse à l'INSERM en région parisienne et mes travaux de recherche portent sur la santé gynécologique, notamment les fibromes utérins et les mutilations sexuelles féminines, un sujet sur lequel j'ai mené ma thèse, donc dans un contexte international et également dans un contexte migratoire européen et français. Merci beaucoup, Madame Fatoumata Silla. Bonjour à toutes et tous, merci beaucoup pour l'invitation et ça me permet, moi je suis très heureuse d'être là et de rencontrer les différents acteurs et actrices du terrain. Je m'appelle Chemsa Lecker, je suis médecin infectiologue au CHU de Tours et je m'intéresse particulièrement à la santé des femmes, à la santé des femmes et notamment aux infections au cours des grossesses, toute la partie des infections au cours des grossesses et les mutations génitales faites aux femmes. Notamment en travaillant en médecine du voyage au CHRU de Tours, on a l'occasion de voir beaucoup de familles de les vacciner avant qu'elles partent, quand elles retournent au pays l'été par exemple. Et donc du coup pour nous c'est un moment privilégié pour discuter justement de la prévention et de la question des mutilations génitales faites aux femmes. Voilà, ça fait partie de mes activités et j'enseigne aussi ces thématiques-là du coup à l'université de Tours. Merci beaucoup, Chemsa. Vous allez nous parler tout à l'heure de votre accompagnement également, comment est-ce qu'il se fait au niveau de l'hôpital de Tours. Madame Aminata, pouvez-vous nous présenter? Bonjour. Bonjour. Je tiens tout d'abord à remercier, à exprimer ma profonde gratitude à l'endroit de Anita Traoré qui nous a permis d'être là ce jour, pour l'organisation essentielle dédiée à la lutte contre les mutilations sexuelles féminines. Et son engagement est admirable et nécessaire et c'est un honneur pour moi d'y participer aujourd'hui. Alors, je m'appelle Aminata Ouattara, je suis juriste de formation et je suis chargée d'enseignement à l'Université de Tours. Je suis aussi doctorante en droit privé et je travaille sur tout ce qui est questions migratoires des jeunes, ce qu'on appelle communément les MNA, mineurs non accompagnés. Et aujourd'hui, je suis également présidente de Filles à l'école et Solidarité, une association que j'ai créée pour scolariser les petites filles dans les zones rurales en Afrique, notamment en Côte d'Ivoire et au Burkina. Et cette association permet par la scolarisation de lutter justement contre toutes les violences qui sont faites contre les femmes. Et moi, je lutte beaucoup contre les
mariage forcé et la non-scolarisation des petites filles. Et je me suis sentie concernée par cette thématique des violences qui est pour moi la plus grave et la plus brutale des violences faites aux femmes, qui est celle des mutilations sexuelles. Et c'est la raison pour laquelle je suis parvenue aujourd'hui. On aura le temps et l'occasion de parler. Merci beaucoup, bien sûr, et vous allez partager avec nous votre expertise également. Alors, pour commencer notre débat, tout d'abord, je voudrais vous demander quels sont les facteurs socio-économiques et culturels également qui impactent la dynamique de l'excision. Aminata, vous pouvez peut-être commencer à commenter. Alors, j'ai prévu un petit support de présentation pour répondre à cette question et contextualiser le sujet. Donc, déjà un grand merci à Anita et à toute l'association Chance et Protection pour l'invitation et l'organisation de cette belle conférence. Donc, comme j'ai le privilège d'être la première intervenante dans le cadre de cette première table ronde, pour moi, il me semble important de définir et contextualiser le sujet qui sera déroulé tout au long de cette journée. Donc, selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, les mutilations sexuelles féminines regroupent l'ensemble des interventions aboutissant à l'ablation partielle ou totale des organes génitaux externes féminins ou toute autre lésion de ces organes pour des raisons non médicales. L'OMS les classifie en 4 types selon l'étendue des lésions. Donc, les types s'affichent sur la diapo. Le type 1 qui consiste en l'ablation partielle ou totale du prépuce ou du gland clitoridien. Le type 2 qui correspond à l'ablation partielle ou totale des lèvres internes et ou des lèvres externes. Et ce type peut également être associé au type 1. Le type 3 qui est également appelé infibulation et qui est considéré comme la forme la plus extensive sur le plan anatomique, qui consiste à rétrécir l'orifice vaginal en accolant les lèvres internes et ou les lèvres externes, parfois par suture. Et ce type 3, donc du coup, qui concerne notamment les femmes qui sont originaires d'Afrique de l'Est. Et il y a également le type 4 qui regroupe toutes les autres formes de modification volontaire de l'appareil génital féminin, telles que la ponction, l'incision, mais également la médicalisation de la pratique qui est réalisée par les professionnels de la santé, ainsi que toutes les formes de crimes de guerre sexuels, comme ceux qui sont dénoncés par le docteur Mukwege au Congo, donc des pratiques qui sont malheureusement encore d'actualité. Donc, pendant très longtemps, ces pratiques ont été analysées plus sous une perspective culturelle, donc comme des pratiques culturelles traditionnelles rattachées à certaines mœurs sociales. Mais au fil du temps, les institutions internationales ont remis en question cette perspective, considérant que ces pratiques, en réalité, portent atteinte aux droits humains et aux droits à la santé des filles et des femmes concernées. Et pour cette raison, en 2012, donc très récemment, les Nations Unies ont adopté une résolution visant à interdire ces pratiques et invitant tous les États membres à intégrer cette position dans leur politique et dans leur législation. Donc, malgré des décennies de lutte et malgré l'interdiction de ces pratiques dans de nombreux pays, les mutilations sexuelles féminines persistent, touchant plus de 230 millions de filles et de femmes dans le monde. Donc, c'est une estimation de l'UNICEF qui date de 2024 et c'est un chiffre qui est en augmentation par rapport à la précédente estimation de 2016. Donc, comme vous pouvez le voir sur cette carte, ces pratiques se retrouvent sur tous les continents, particulièrement le continent africain, avec plus de 144 millions de cas. Viennent ensuite l'Asie avec plus de 80 millions de cas et les pays du Proche et du Moyen-Orient avec plus de 6 millions de cas. Et du fait de la mondialisation des flux migratoires, ces pratiques se retrouvent également dans les pays d'accueil en Europe, dans le continent américain, mais également en Australie,
En Europe, en 2011, on estimait qu'un peu plus d'un demi-million de femmes adultes concernées résidaient dans les pays de l'Union européenne. Et du fait de l'ancienneté des flux migratoires en provenance du continent africain, la France a été l'un des premiers pays concernés par ces pratiques. Et donc la récente estimation de 2024 estime à plus de 139 000 femmes adultes et plus de 10 600 mineurs résidant sur le territoire national français. Donc, en tant qu'épidémiologiste, le premier enjeu de mon travail sur le sujet est de documenter et de mesurer l'ampleur de cette pratique afin de mieux cibler les populations concernées et mettre en place des solutions adaptées. La difficulté de cette tâche, c'est que la documentation statistique sur ce sujet est très inégale selon les pays. Dans les pays historiquement concernés, ces pratiques sont plutôt bien mesurées grâce à des estimations directes qui permettent de produire des données de prévalence. Donc ici, la prévalence est définie comme le pourcentage de femmes vivant avec une mutilation sexuelle féminine. Mais dans les pays d'immigration, comme en France, ce type de données n'existe pas. Et les estimations sont alors réalisées de manière indirecte avec un certain nombre de limites et de biais méthodologiques. Et donc, dans le but de produire des données et des estimations directes de meilleure qualité, j'ai participé à la coordination du projet MSF Préval, qui a été dirigé par Marie-Lise Klingan et Armel Andro, à la demande du ministère chargé de l'égalité entre les femmes et les hommes pour pallier aux limites de la disponibilité de données de bonne qualité reflétant la réalité de la situation. Donc, dans ce cadre-là, nous avons tenu compte... Oui. Merci. Donc, pour ce projet, c'est mieux? Sur le menton et ça va. C'est mieux? Non. Juste ici dans le creux. Là? Ouais, là c'est bon. Et vous pouvez le poser. Je pense que ça devrait aller là. OK. Donc, dans le cadre du projet MSF Préval, on a tenu compte de cette spécificité de la France. La répartition des femmes concernées est très inégale sur le territoire métropolitain. La majorité des femmes résident en Île-de-France, la moitié des femmes, et notamment dans le département de la Seine-Saint-Denis. Donc, pour cela, nous avons mené une enquête de prévalence en population générale féminine adulte à partir d'un questionnaire que nous avons déployé dans plusieurs établissements de santé. Je vais vous présenter les principaux résultats que vous pouvez retrouver sur le site internet du projet qui s'affiche sur cette diapo et également dans 2 rapports détaillés qui ont été publiés et un article publié dans le bulletin épidémiologique hebdomadaire. Donc à l'échelle des 3 départements, donc le Rhône, la Seine-Saint-Denis et les Alpes-Maritimes, donc les départements pilotes représentant des données de prévalence contrastées. Une quarantaine d'établissements de santé ont participé à l'enquête avec plus de 3000 femmes sollicitées et un taux de participation de 80%. Ce dispositif nous a permis de mettre en évidence des spécificités territoriales avec une prévalence relativement élevée, supérieure à la moyenne nationale en Seine-Saint-Denis, située autour de 7,2%. Ainsi que d'autres différences spécifiques donc, au département qui ont été mises en évidence par le projet complémentaire MSF MAP qui a permis donc, de mettre en évidence que dans ce département, la population concernée est plus précaire en termes de différents indicateurs sociodémographiques. Et il y a également une surreprésentation de 4 pays d'origine, le Mali, la Côte d'Ivoire, le Sénégal et la Guinée. Et le dernier résultat qui suscite de l'espoir, c'est une tendance vers une disparition progressive du risque de la pratique parmi les plus jeunes générations nées en France après 1995. Et donc on pourrait se demander si cette tendance générale se retrouve également dans le reste du monde. Donc dans le reste du monde, on peut observer 3 évolutions principales. La première, c'est que les données indiquent que la proportion des personnes favorables au maintien des mutilations sexuelles féminines recule. Mais cette tendance est plus marquée dans les pays à faible prévalence, comme le Kenya,
tandis que dans les pays à forte prévalence comme en Guinée ou au Mali, les opinions restent stables majoritairement en faveur de la pratique. Dans les pays d'immigration en Europe, donc comme on vient de voir avec l'exemple de la France, les plus jeunes générations de filles nées dans ces pays sont moins à risque de la pratique, mais on voit un phénomène assez spécifique dans certaines familles où dans une même fratrie il y a plusieurs filles. Ce que l'on voit, c'est que les familles décident d'exciser une partie de leur fille, généralement l'aînée, qui sera portée comme un symbole d'allégeance de la famille à la perpétuation des traditions et au maintien de l'identité culturelle. La deuxième évolution, c'est la tendance générale de l'évolution de la prévalence à la baisse, plus rapide là encore dans les pays à faible prévalence, mais stable dans les pays à forte prévalence, notamment parmi les populations les plus précarisées et qui ont un niveau d'instruction plus faible. En Europe, bien que le risque de la pratique soit rare, les estimations montrent une hausse du nombre de filles et de femmes concernées, d'une part parce qu'on mesure mieux le phénomène, mais aussi en raison de la féminisation des mouvements migratoires en provenance des pays historiquement concernés. Et la dernière évolution que l'on observe, c'est la façon dont les mutilations sont pratiquées. Dans de nombreux pays, l'âge moyen de la pratique a baissé, passant de l'adolescence à l'enfance. On observe également une médicalisation de la pratique de plus en plus courante, avec moins de praticiens traditionnels et plus de professionnels de la santé impliqués. On observe aussi une tendance à des formes moins étendues sur le plan anatomique, donc avec une diminution des formes de type 3, que je vous ai montré en début de présentation, et plus de formes de type 1, 2 et également 4. Et cette dynamique peut être analysée comme une stratégie des familles visant à être plus discret aux yeux de la société, aux yeux des autorités, visant à contourner les interdictions et également dans l'imaginaire de certains, à réduire le risque de séquelles sur la santé. En Europe, donc, comme on l'a vu, cette pratique, elle est considérée comme marginale et on penserait qu'elle se retrouverait déconnectée des cadres culturels et des cadres sociaux dans lesquels la pratique trouve ses fondements et ses significations. Mais paradoxalement, c'est aussi un contexte où la pratique peut être au contraire renforcée dans le but de maintenir une identité culturelle et une connexion avec son pays d'origine. Et dans ce sens, la législation semble parfois avoir eu pour effet inverse de pousser cette pratique dans la clandestinité et d'inciter les familles à réaliser la pratique dans leur pays d'origine où le cadre législatif est moins strict. Donc globalement, pour résumer, ces évolutions semblent être influencées par 4 facteurs. Les facteurs législatifs, incluant les mesures de lutte et de prévention, les facteurs culturels qui renforcent le maintien de la pratique, le contexte socio-économique. Donc j'ai oublié de préciser que c'est un facteur motivant également pour celles et ceux qui pratiquent les mutilations, car c'est une activité lucrative. Et donc le dernier facteur est le contexte migratoire. Donc pour terminer, en synthèse, il y a des avancées significatives qui ont été réalisées dans la lutte, notamment dans les pays à faible et moyenne prévalence. Cependant, il y a des défis majeurs qui persistent dans les pays à forte prévalence, mais aussi en contexte migratoire européen et français, puisqu'il y a une augmentation du nombre de filles et de femmes concernées due au mouvement migratoire, et donc la prise en charge de cette population, du même que la prévention auprès des familles récemment arrivées, reste du coup un élément important à poursuivre dans le cadre des politiques publiques sur ces questions. Et donc face à ces défis, on peut envisager différentes actions. Donc on a vu que les contextes ont des spécificités, chaque pays a ses caractéristiques propres, donc il faut agir en fonction de ces spécificités territoriales. Adopter également une approche collaborative et multidisciplinaire, et cette journée s'y prête bien, donc je vous invite à bâtir des ponts, notamment entre les pays, en s'inspirant des réussites dans les pays où la prévalence baisse. Et les 2 derniers points, je vais les approfondir dans la table ronde suivante. On va en parler tout à l'heure en détail sur la lutte contre l'excision, mais vous avez avancé un chiffre très important
sensibilisation, carrément de l'excision. Aminata, moi je voudrais vous demander quels sont les facteurs juridiques qui font que cette pratique persiste dans plusieurs pays dans le monde. Alors, on ne va pas parler de facteurs juridiques en tant que tels, c'est comme pourquoi, malgré toutes ces... Allô? Pourquoi, malgré toute cette sensibilisation, toutes ces informations, tous ces combats qui sont menés autour des mutilations sexuelles féminines, ça continue, ce sont des pratiques qui continuent d'exister aujourd'hui. J'aimerais, avant de répondre à la question, revenir sur les justifications sur lesquelles les sociétés qui pratiquent cette barbarie aux filles et aux femmes sont nombreuses. Alors, elles obéissent souvent à des pressions sociales très fortes. On va parler de pureté, de rites visant à séparer l'homme de la femme, de rites visant à séparer l'homme de la femme, on parle d'hygiène, on parle de maintien de la tradition culturelle et de la cohésion sociale, on parle même souvent de la religion, ce qui est à interroger souvent parce que la religion, je ne crois pas qu'une religion en tant que telle ait recommandé qu'il y ait des mutilations sexuelles. Et donc ce sont des constructions qu'il va falloir déconstruire. Et la raison fondamentale pour moi des mutilations sexuelles féminines, c'est le désir de l'homme de contrôler la femme. C'est la domination du masculin sur le féminin. C'est d'amoindrir le désir et le plaisir de la femme et de garantir la fidélité ou la chasteté de la femme. C'est ce qui se dit. Et ici, nous sommes dans l'appropriation du corps de l'autre par l'autre. Tu es ma propriété, tu es ma chose. Et c'est cette déconstruction-là qui doit se mener au... bref, je pense que la gente masculine contrôle une sexualité qu'elle ne comprend pas. Et une sexualité qui lui fait peur. Et c'est ça la vraie raison fondamentale de la justification de mutilation. Et donc elle représente une violation des droits fondamentaux des femmes et des enfants. Et en plus de constituer, elle a dit, Fatoumata, c'est ça, j'ai tenu à ce que tu commences, on peut se tutoyer, j'ai tenu à ce que tu commences parce que c'est le cœur de ton sujet et c'est toi qui le fais et nous. Et voilà pourquoi j'ai tenu à ce qu'elle commence pour nous donner les chiffres et puis pour être au plus près des informations qu'elle a pu donner tout à l'heure. Alors, les MSF, je disais, en plus de constituer une atteinte à la santé, il est indispensable de se battre tous aujourd'hui de façon collective contre ce fléau et contre cette barbarie. J'irai jusqu'à dire barbarie parce que c'est des choses qui me remontent et c'est des choses qui moi, en tant que femme, me frappent et je reste à un moment silencieuse où toutes mes amis qui ont été sujets à cette pratique et qui ne sont plus aujourd'hui parce que ça s'est mal passé pour elles. Les survivantes. Ça marche pas mieux. Doit affecter aussi. Oui, parce que j'ai côtoyé des personnes qui sont parties à cause de ce phénomène-là et c'est quelque chose qui, quand j'en parle avec beaucoup d'émotion, mais j'ai cette capacité aussi de recul pour pouvoir participer à tout ce qui est combat, tout ce qui est lutte contre ces mutilations sexuelles féminines. Anita l'a dit tout à l'heure dans sa présentation, les mutilations sexuelles féminines ce n'est pas une fatalité, c'est un combat, c'est une lutte qui doit se mener au quotidien et avec tout le monde. Et pour ça, il faut qu'on se lève tous, quel que soit l'endroit où on se trouve, quel que soit le lieu où on se trouve, pour créer des espaces qui nous permettent de discuter comme ce que fait Anita aujourd'hui, mais aller au-delà et déconstruire les mentalités. C'est surtout les mentalités qui doivent changer. Quelle que soit la règle de droit qui va se mettre en place pour encadrer ce phénomène-là, si les mentalités perdurent, le phénomène va perdurer. Je vous remercie et je continue. Merci. Allez au microphone. Donc, Chemsa, on a parlé des facteurs socio-économiques qui font que la pratique de l'excision persiste.
existe dans le monde. Tout à l'heure, Fatoumata nous a présenté également les différentes façons dont l'excision est pratiquée dans le monde. Quels sont les risques qui peuvent atteindre aux femmes excisées? Déjà, merci beaucoup pour vos présentations, j'apprends toujours beaucoup de choses, donc merci. Moi, je peux parler un peu de l'épidémiologie avec un prisme vraiment hospitalier à quel moment on rencontre les femmes dans le parcours de soins. Il y a un peu deux cas de figure finalement. Il y a la partie visible de l'iceberg, c'est quand les femmes elles viennent et qu'elles ont une plainte qui est en lien avec la mutilation. Donc il peut y avoir plus dans les complications chroniques, il peut y avoir des infections urinaires à répétition, il peut y avoir des vaginoses, il peut y avoir des troubles du plaisir, des difficultés à avoir un orgasme, des problématiques liées à la sexualité et des problématiques infectieuses. Il peut également y avoir des douleurs à type de coups d'électricité, décharge électrique au niveau des remaniements inflammatoires du clitoris, des endroits où ça a été excisé. Et donc ça, c'est les femmes, elles peuvent venir dans ce cadre-là, mais finalement, c'est assez peu de femmes qui viennent nommer une problématique liée à l'excision. Et bien souvent, on constate l'excision soit dans un contexte de gynéco-obstétrique au moment d'un suivi de grossesse, ou parfois malheureusement quand ça n'a pas été dépisté plus tôt, au moment où la dame elle vient et qu'elle est en travail, qu'elle est en train d'accoucher. Donc ça c'est compliqué parce que le type 3, l'infibulation, les lèvres elles sont apposées et cousues ensemble, et dans ce cas il va falloir désinfibuler si on veut permettre un accouchement voix basse. Et en France, et dans le monde, la désinfibulation, elle est recommandée au 2e trimestre de grossesse parce que c'est moins vascularisé, on risque moins de faire saigner. Et comme ça, on peut permettre au bébé de naître voix basse, ce qui est bien meilleur pour la santé de la mère que de faire une césarienne. Les césariennes qui ne doivent pas être réalisées à cause d'une infibulation. C'est vraiment une mauvaise pratique. Et malheureusement, quand les soignants ne sont pas au courant, s'ils s'en rendent compte au moment du travail, ils sont un peu démunis. Il y a beaucoup de soignants qui ne sont pas du tout formés à la question et qui vont parfois malheureusement proposer une césarienne alors que le geste est très simple. On pourrait permettre un accouchement voix basse très simplement. Donc ça, c'est on va dire la partie visible de l'iceberg. Et puis ensuite, il y a la partie invisible. C'est toutes les femmes qui sont potentiellement excisées, toutes les petites filles qui sont potentiellement à risque d'excision lors de retour au pays pendant les grandes vacances, par exemple. Et ça, si nous, on ne le nomme pas, si nous, on n'en parle pas, on n'a aucun moyen de le savoir. Et donc, du coup, le challenge un peu pour les soignants, et en tout cas le mien, c'est vraiment de faire passer à tous les soignants, que ce soit infirmiers, infirmières, aides-soignantes, médecins, psychologues, personnes qui travaillent dans l'accompagnement social, d'oser poser la question en toute tranquillité, en fait, en toute simplicité. Par exemple, moi, une façon de dire que quand on signe un voyage, je dis vous partez dans tel pays, c'est un endroit où se pratique l'excision, est-ce que vous êtes concerné? Et en fait, nommer et poser la question, ça permet de dépister plein de situations où finalement, parfois, les personnes, elles sont contentes qu'on pose la question et elles vont parler en fait de problématiques liées à l'excision. Parfois, il n'y a aucune problématique liée à l'excision, mais de pouvoir le nommer, c'est déjà quelque chose de vraiment très important. Justement, vous avez dit que parfois vous sensibilisez également les jeunes filles avant d'aller dans leur pays d'origine. Comment se fait cet accompagnement à votre niveau? Alors, moi, dans mon prisme, qui est celui de la médecine du voyage, et donc du coup, il y a le vaccin, vous savez, contre la fièvre jaune qui est obligatoire dans beaucoup de pays du monde. Donc, et ce vaccin contre la fièvre jaune, il se fait que à l'hôpital. Donc finalement, je vois tous les gens qui vont dans les endroits où il y a le vaccin fièvre jaune, beaucoup de gens. Et tout simplement en posant la question, en fait, les drapeaux rouges un peu qui nous font, où vraiment il ne faut pas louper le coche de poser la question, c'est si on sait que la mère ou la sœur a déjà été excisée. C'est très important de demander aux parents, aux accompagnateurs, quels sont les projets de vacances, est-ce que vous pensez vous-même de l'excision? Et bien généralement, les familles, quand elles habitent en France, elles sont pas favorables à l'excision. Et donc du coup, de leur donner des outils, des moyens pour pouvoir se protéger si jamais elles ont peur que ça arrive à la petite fille. Donc ne pas quitter la petite fille. On peut aussi proposer un certificat de non-excision pour l'enfant mineur, qui est un document médical qui fait foi que la petite fille n'a pas été excisée, sachant que c'est un crime qui est puni en France, même si l'excision a lieu dans le pays du monde. Si cette excision a eu lieu sur une petite fille française, la famille peut être poursuivie
suivi. Donc c'est important de donner les informations aux familles pour qu'elles puissent s'en servir, vraiment s'en servir comme des outils pour se protéger. Généralement, c'est les pédiatres qui peuvent faire ça et qui examinent donc les organes génitaux de la petite fille et qui juste un examen simple, hein, juste regarder et dire ça va pas être excité. Et donc de faire un certificat, c'est un certificat médical, mais fait par un spécialiste. Dans le cas où la fille elle revient excitée, c'est-à-dire si on parle de juridique, que faut-il faire et que prévoir Alors, aujourd'hui, on a plusieurs éléments. Comme elle dit, si la petite revient excitée, il faudra que ce soit elle qui fasse la démarche de vouloir se faire protéger pour que la loi prenne en compte. On a, et aujourd'hui, plusieurs éléments. Oui, parce que si la loi ne va pas chercher les personnes chez elle, les tests sont là, il faut que ce soit les personnes qui viennent vers les professionnels pour qu'on les informe de ce qui a lieu de faire pour que ces personnes puissent s'en saisir. Il y a des personnes qui viennent, qui sont informées mais qui ne s'en saisissent pas pour autant parce que c'est pénalisé aujourd'hui et ça va sur on est en thème pénal. Et donc il y a plusieurs recours à mettre en place pour permettre à ces personnes de rentrer dans leurs droits. Encore faut-il que ces personnes puissent entamer les démarches nécessaires pour qu'elles puissent rentrer dans leurs droits. C'est pour ça que je dis qu'il faut que la première démarche puisse se faire par la personne elle-même. Et sinon, les tests de loi sont là, on a surtout quand c'est pratiqué par les parents directs, les tests sont de plus en plus forts quand c'est pratiqué par les parents directs. Et aussi, les tests permettent aux personnes qui ont connaissance de cette pratique de dénoncer. Si cette dénonciation n'est pas faite, cette personne qui avait connaissance ou qui aurait pu avoir connaissance n'a pas fait cette dénonciation, elle aussi peut être poursuivie et être pénalement punie. Donc voilà, après il y a plusieurs éléments qui sont à ligne de compte. Il faut se rapprocher de nous parce que je n'ai pas tous les tests en tête en ce moment. Merci beaucoup. Fatoumata, pour prévenir de l'excision, qu'est-ce que vous proposez, selon vous, quelle est la meilleure façon pour prévenir et sensibiliser ces filles aussi? Oui, alors déjà si on se base sur les données épidémiologiques, on voit quelque chose qui revient souvent dans différents contextes, que ce soit en contexte migratoire ou dans les pays d'origine, c'est que les populations les plus concernées, ce sont celles qui sont les plus précarisées. Donc déjà, pouvoir cibler ces populations par rapport à ces critères sociodémographiques, ça permettrait d'optimiser tous les outils, toutes les démarches de sensibilisation. Et puis, on voit également que ce sont les personnes qui sont les moins instruites, qui sont également les plus à risque. Donc, accentuer la sensibilisation à l'école, dès le jeune âge. Et puis, ce qui se reflète aussi dans les études qualitatives qui sont menées auprès des femmes concernées, c'est tout l'aspect culturel qui est associé à la pratique. Donc je pense que c'est également très important de se munir d'outils qui sont sensibles et respectueux des cultures de chacun, avoir les bons codes sociaux pour pouvoir s'adresser aux populations concernées. Et c'est ce que font très bien les associations ici en France, en tout cas, mais également dans les pays concernés. Merci beaucoup, Fatoumata. Aminata, vous voulez peut-être ajouter un truc? Oui, je parlais des stratégies par rapport aux stratégies et aux solutions pour éradiquer les MGF. Au-delà de la loi vient encadrer ces pratiques et protéger dans le cadre d'un besoin de protection des victimes et de poursuite de condamnation pour les responsables, pour les auteurs. Mais au-delà de la loi, au-delà de la question juridique, parce qu'on a vu qu'il y avait des cadres qui étaient mis en place, elle a dit, vous l'avez dit tout à l'heure dans votre déroulé, on a vu
que plusieurs pays étaient dotés d'outils juridiques, mais ça n'empêchait pas les mutilations sexuelles d'augmenter, parce que nous sommes passés de 140 millions de femmes à plus de 230 millions aujourd'hui. Nous sommes en augmentation. Et donc il faut sensibiliser, comme vous l'avez dit, il faut éduquer les petites filles, et plus elles sont éduquées, plus elles ont la capacité de dire non ou la capacité de prévenir, de sensibiliser et de parler. Et il faut sensibiliser, éduquer, informer sur les risques des MCF dès l'école, avoir des espaces comme ce qu'on a aujourd'hui, faire des témoignages de survivantes pour changer les mentalités, parce que j'insiste sur le changement de mentalité, c'est là le gros. Il faut impliquer aussi les communautés et les leaders religieux dans les pays où ça se pratique, en encourageant les rites de passage alternatifs, par exemple, parce que souvent, je donne un exemple. C'est une anecdote. Chez nous, par exemple, en Côte d'Ivoire, au nord-est de la Côte d'Ivoire, quand l'un des parents décède, on doit coiffer totalement la tête des enfants pour montrer qu'on a cette douleur de la perte d'un parent cher. Et nous, notre papa a procédé par ce rite de passage alternatif en demandant pour ne pas écorcher la tradition, en demandant s'il pouvait le faire autrement. Et aujourd'hui, effectivement, il a fait autrement en donnant une pièce symbolique qui faisait qu'on évitait de nous coiffer, mais on n'avait pas tordu le cou à la tradition. Et il faut faire beaucoup attention à ces rites de compensation, à ces rites alternatifs, et ça permet de garder la tradition et de continuer et de permettre... et il faut déconstruire également les fausses croyances religieuses. Parce qu'on nous dit par exemple que l'islam, ce sont des pays où il y a l'islam. Et moi je dément cela parce qu'en Côte d'Ivoire, là où se pratiquent les mutilations sexuelles féminines, c'est à l'ouest de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas un endroit qui est islamisé. Et donc à travers cet exemple-là, je dément, j'apporte un démenti par rapport à la question religieuse. Il faut soutenir aussi les exciseuses. Ce n'est pas contradictoire. Et quand on leur demande de ne plus exciser, il faut offrir des alternatives économiques à ces femmes-là pour qu'elles arrêtent effectivement d'exiger. Il faut aussi impliquer les hommes et les générations, jeunes générations, faire des hommes des alliés pour rejeter cette pratique-là et puis donner la parole aux jeunes pour un changement durable des mentalités. Je vous remercie. Je vais complètement dans ton sens aussi, avec l'idée qu'il faut garder, en tout cas nous, quand on reçoit ou on accompagne des femmes concernées, qu'en effet, il faut que les hommes soient les alliés, parce que souvent, quand on parle d'excision, déjà quand on en parle, en fait, on se rend compte qu'il y a un continuum de la violence et que c'est très souvent associé à des mariages forcés ou en tout cas à une sexualité qui n'a jamais été consentie. Donc en fait, quand on parle de troubles sexuels qui souvent les femmes ont l'impression que c'est lié à l'excision, en fait, quand on creuse, quand on discute, on se rend compte que peut-être que la difficulté à avoir du plaisir dans la sexualité, c'est lié à l'absence de consentement et à l'absence d'apprentissage du consentement. Donc en effet, ça va pas. La lutte contre l'excision, c'est évidemment l'éducation des petites filles, et je suis complètement d'accord avec ça. Sensibiliser le maximum de personnes et avoir bien sûr les hommes comme alliés. Et aussi, j'ai envie de rajouter quand même par la répartition des richesses. Parce qu'on sait aussi que quand même l'excision, elle est associée à des plus faibles revenus, à une moins bonne littératie en santé, à une moins bonne éducation. Et donc en fait, si on répartit les richesses et qu'on améliore l'éducation pour toutes et pour tous, et ben, ça sera des moyens indirects de lutter contre l'excision efficace. Voilà. Exactement, tout à fait. Et je voudrais qu'on parle aussi du côté associatif également. Donc, quel est le rôle des associations et quel est leur rôle pour lutter contre l'excision aujourd'hui? Les associations qui sont ici en France, comment est-ce qu'ils accompagnent les femmes excisées? Alors, je pense qu'Anita est bien placée pour répondre à cette question. Vous êtes ici la présidente de l'association. Oui, je suis présidente d'une association pour la scolarisation des petites filles. Et moi, je lutte plutôt contre les mariages forcés, qui fait partie d'une autre forme brutale de violence faite aux femmes. Et je pense qu'il faut accompagner juridiquement, socialement, administrativement les femmes. Parce que la plupart du temps, ce
et rentrer dans les différentes formes de droit. Et donc, ce sont les associations qui jouent ce rôle. Malheureusement, ces associations n'ont pas suffisamment de moyens ou de bénévoles pour pouvoir avoir un impact vraiment présent sur ces questions-là. Et accompagner ces personnes-là, il faut être soi-même formé pour accompagner les personnes qui sont excisées. Si on n'a pas la connaissance et si on n'a pas ce qu'il faut, les outils nécessaires pour accompagner ces personnes, on risque au contraire de les victimiser encore plus. Donc, ce sont des éléments qu'il faut avoir. Et donc, c'est pour ça que je salue l'association d'Anita. Je salue justement ce que Anita fait dans ce sens-là. Et j'ai été pendant longtemps juriste au CIDFF, au Centre d'information des droits de la femme et de la famille. Et on a rencontré ces personnes. Il faut les amener à parler. Parce que nous sommes dans des sociétés, nous sommes originaires de sociétés qui ne se racontent pas. Nous avons été éduqués à ne pas se raconter. Donc les amener à parler, à sortir de cette pudeur-là, il faut avoir aussi des outils qui nous permettent de les amener à mettre des mots MAUX sur des mots METS sur leurs mots pour que nous puissions les accompagner comme il se doit. Merci. Je souhaiterais juste rebondir et compléter également par rapport au continuum de violence dont tu as parlé. Donc effectivement, généralement, les femmes concernées ne sont pas uniquement limitées aux violences sous la forme de mutilation sexuelle féminine, mais aussi d'autres formes de violence. Je pense notamment aux femmes primo-arrivantes qui sont très vulnérables en contexte migratoire et qui subissent également d'autres formes de violences sociétales, notamment des violences économiques, des violences administratives. Et dans ce sens, les associations jouent un rôle très important d'intermédiaire entre les femmes concernées et les services adéquats. Et j'ai parlé tout à l'heure des codes socioculturels et je pense que c'est également très important que ces associations soient dotées de tels outils, puisque dans les études, on montre qu'il y a beaucoup de femmes qui sont malheureusement invisibilisées à cause de la barrière de la langue. Donc c'est très important que les associations puissent avoir des moyens à ce niveau-là, que ce soit sous la forme d'interprètes ou de membres associatifs qui maîtrisent les langues et les codes socioculturels pour pouvoir communiquer avec les populations concernées. Très bien, merci beaucoup. Alors, je pense que le public a plein de questions à vous poser et on ouvre le débat aussi avec le public. Si vous avez des questions à poser à nos intervenants, n'hésitez surtout pas. Je vois une main levée juste là. Faut peut-être appuyer. On ne s'entend pas, si vous pouvez rapprocher le micro un peu de votre bouche. Ouais, c'est bon, ça marche, c'est vert. Ça va faciliter de parler un peu plus fort sur la très intéressant. Une question au docteur Lecœur. En tant que médecin, vous avez des obligations, et c'est la même chose pour les enseignants, de dénonciation. Est-ce que vous exercez cette obligation? Comment ça se passe? Parce qu'évidemment, on dit que chacun d'entre nous a des responsabilités, c'est vrai. Donc on reste dans un petit confort, on dit non, il ne faut pas verser le terrain, mais si on ne dénonce pas ça, comment on va judicialiser? C'est ça ce qu'a médiatisé. Si on n'exerce pas, la loi ne va pas s'appliquer comme ça par l'opération de Saint-Esprit. Tout le monde doit s'engager. Est-ce que vous, par exemple, dans votre exercice ou dans votre vie quotidienne de médecin, vous avez été amené à dénoncer des décisions? À ma connaissance, je n'ai pas plus d'obligation qu'un autre citoyen français dans la mesure où on a tous et toutes l'obligation d'assistance à personne en danger. Et donc, si on voit qu'il y a une petite fille qui a un risque d'être excisée, on a l'obligation de signaler, en effet. Mais comme tout le monde. Et ça, je pense que c'est important de le rappeler. C'est évidemment, en tant que médecin, même si je suis dans la confidence d'une violence, etc., c'est un des seuls moments où j'ai le droit de rompre le secret médical, c'est pour protéger la personne qui est victime de violence. En revanche, dans le côté prévention, on a tous et toutes l'obligation d'assistance à personne en danger. Donc si une petite
fille est à risque d'excision et qu'on le constate, nous toutes et tous ici présents, on a l'obligation de le signaler. Et donc du coup, il y a deux chemins. En gros, soit le risque est imminent et la petite fille va partir demain ou après-demain, et dans ce cas, il faut faire signaler au procureur. Soit on fait on rédige une information préoccupante si le risque n'est pas imminent. Donc ça, c'est des choses qui existent pour tout le monde. Et dans ma vie, moi, j'ai jamais constaté qu'au retour d'un voyage, une petite fille était excisée. Donc, j'ai jamais eu à faire une procédure judiciaire dans ce sens-là. J'espère que, nous, toute l'idée et tout le combat du côté soignant, c'est de prévenir, parce qu'en effet, une fois que l'excision a eu lieu, et notamment chez les femmes qu'on accompagne pour des choses qui sont déjà excisées, l'idée, c'est plutôt d'être dans un processus de soins et d'accompagnement de la personne, avec l'idée quand même sous-jacente que si on accompagne la personne excisée, probablement que indirectement on protège ses enfants et son entourage. Donc voilà, plutôt dans cette dynamique-là. Oui, il y a une autre question. La dame a le micro, juste après, on passe à monsieur, bien sûr. Merci d'abord pour cette brillante présentation. Je m'excuse pour avoir écrit ces invités dans mon week-end. Je voulais revenir sur l'idée de mérite alternative. Je dois d'abord préciser que je viens de deux pays là où ça n'existe pas. Et d'ailleurs, l'orgasme d'une femme est un droit justiciable. Il y a deux parties. Je le sais parce que j'accompagne deux femmes qui ont écrit sur leur expérience en tant que femmes excisées. Donc il y a deux parties. Il y a la partie effectivement de la mutilation ou sexuelle, mais une partie pédagogique sur des qualités d'intégrité, d'honnêteté, etc. Et moi j'ai trouvé ça très intéressant. Et je me suis dit, si on veut changer la société, il faut être pédagogique et voir dans ce rythme ce qui est bon et négocier, parce que ces femmes-là qui le font, elles peuvent rester pour enseigner justement ces autres valeurs. Et nous, on peut négocier pour que l'excision n'existe pas, mais que cette autre partie qui est très très important. Moi, j'étais vraiment émerveillée. L'intégrité, l'honnêteté, etc., comment s'occuper de sa famille, c'est des valeurs magnifiques. Donc il faut vraiment prendre ça en compte et savoir que ce n'est pas juste l'excision, mais qu'il y a une partie qu'on peut garder et négocier avec la société. Parce qu'on ne peut pas juste venir et décréter le changement pour une pratique millénaire, vous savez bien. Donc il faut une pédagogie. Je voulais juste souligner ça. Merci. Bonjour, je m'appelle Benjamin Lévy, j'ai une question pour Dr Lecoeur ici présente. Vous aviez parlé de risque imminent, mais qu'est-ce que vous appelez un risque imminent? Est-ce qu'il faut agir immédiatement pour lutter contre ce risque? Le risque, c'est simple, c'est vraiment des drapeaux rouges ou bien que la maman ou le papa nous disent que le projet de retourner au pays pendant les grandes vacances c'est pour faire l'excision. On sait pas qu'on nous le dise comme ça, mais disons que si on a des vraies préoccupations, une vraie arrière-pensée sur le fait que probablement la petite fille va être excisée pendant les vacances, si jamais le départ est prévu dans les 24-48 heures où on se rend compte de ça, c'est ça un danger imminent. Parce qu'en fait, on ne va pas pouvoir agir une fois qu'elle aura quitté le territoire français. Ah non, drapeau rouge, oui, c'est une expression, c'est-à-dire des drapeaux rouges, c'est-à-dire des éléments qui doivent particulièrement nous inquiéter. Et donc, les choses qui doivent nous alarmer, c'est par exemple si toute la fratrie est déjà excisée et que la petite dernière va pour la première fois rencontrer la famille, etc. Et que c'est un pays où il y a une forte prévalence de mutilation et qu'en plus toute la fratrie est excisée, là, ce sont des éléments qui doivent particulièrement nous alarmer en effet. Pour le flou
journaliste à l'hebdomadaire Guinée. Je voudrais bien savoir, parce que dans l'intervention de Madame Ouattara, elle a précisé que si une famille revient d'Afrique, par exemple, c'est à la jeune fille de porter plainte ou en tout cas d'expliquer ce qu'elle a subi. Et si l'enfant est mineur et qu'elle ne peut pas se confier, par exemple, comment est-ce que on peut ce genre? Alors, si l'enfant est mineur, justement, si on n'a pas connaissance, si les personnes professionnelles requises n'ont pas connaissance de cette information, on ne peut pas protéger cette petite fille, même si elle est victime. Donc, pour avoir l'information, c'est ce qu'on disait, c'est ce que Fatoumata et le docteur ont dit tout à l'heure, il faut aller peut-être dans les écoles, avec ses amis, pour avoir cette information-là. Parce qu'on ne peut pas protéger quelqu'un dont on n'a pas l'information de sa souffrance. Donc c'est ce que je voulais dire par là. C'est pour ça que sinon la petite, elle est mineure, elle a subi quelque chose. C'est pour ça que je dis qu'il fallait se doter, les associations pouvaient se doter d'outils pour pouvoir avoir les informations, avoir la parole de ces personnes qui sont victimes de ces pratiques-là. C'est ce que je voulais exprimer dans ce que j'ai dit tout à l'heure. Sinon, sur le plan juridique, on a l'article 222.9 du Code pénal qui punit de 20 ans d'emprisonnement les parents, les connaissances et tous les auteurs, toutes les personnes qui ont connaissance de cette pratique-là et qui n'ont pas donné l'information. Si les parents sont allés exciser leur enfant, on est bien d'accord que ce n'est pas les parents qui vont venir donner l'information de cette excision-là. Nous sommes d'accord, donc il va falloir trouver d'autres éléments, d'autres moyens pour que cette petite fille qui a subi cette intervention et cette barbarie puisse s'exprimer, peut-être dans le cadre de son école, peut-être avec ses amis, peut-être quand elle va au centre aéré, mais dans d'autres espaces que dans l'espace familial. C'est ce que je l'ai expliqué. Merci beaucoup. En fait, moi je voulais juste aborder dans le sens de cette question parce qu'effectivement, on a un problème. Quand une personne arrive de l'Afrique et qu'elle a son enfant qui a été excisé sans même son consentement, ça pose problème. Pourquoi? Parce que on a du mal à dénoncer nos parents. Parce que des fois, même c'est ta maman qui a pris l'enfant sans que tu le saches, qui a envoyé l'enfant se faire exciser. Alors, pour lutter contre je connais une famille dont je taire l'origine même, parce que on a des amis en commun qui sont dans la salle même. Là, il y a eu leur fille qui a été excisée. La petite a parlé à l'école. Les parents se sont retrouvés en prison. L'enfant a été placé. Donc il faudrait vraiment faire de la sensibilisation, doter les associations de membres. Tout à l'heure, quand vous avez parlé que si on n'a pas connaissance du fait que la personne a été victime, qui a un problème, la personne elle-même, elle a du mal, l'enfant est mineur, elle ne peut pas se présenter d'elle-même. Sauf si, comme l'a dit tout à l'heure celle qui a posé la question par rapport aux médecins qui peuvent faire de la dénonciation, les enseignantes aussi qui font de l'écoute, les assistantes sociales qui font de l'écoute. Ici, oui, mais quelque part d'autre, il y a un problème sociétal qui est culturel dans nos communautés, qu'il faut déconstruire, il faut sensibiliser pour qu'on prenne en considération ce problème-là. Parce que si on n'arrive pas à ce stade-là, moi j'ai 2 filles. Quand mes filles partent en Guinée, j'appelle mes parents, je leur dis, c'est lui qui fait l'erreur de toucher mes enfants, aura affaire à moi d'abord, avant même d'avoir la société sous le dos. Et quand vous faites profaner ces menaces, c'est vrai que vous avez des problèmes avec vos parents, et moi je limite les endroits où les enfants vont, ça protège les enfants. C'est pour cela qu'il faut qu'on sensibilise beaucoup plus
nos familles qui sont ici, et aussi qu'on voit le risque de dire de l'autre côté. Moi, je dis toujours, mes enfants ne m'appartiennent plus. Ils appartiennent à la société dans laquelle on est en train de vivre. Donc, faites attention à ce que vous faites, sinon moi, je vais en prison. Voilà, il faut sensibiliser, multiplier les actions de sensibilisation. Et merci. Bon, ben, Juste après la dame, parce qu'il y a des gens qui... Oui, je vais être très courte. J'ai une question pour Madame Ouattara. Tout à l'heure, vous parliez des problèmes financiers des exciseuses, qui est effectivement un vrai problème. Est-ce que vous avez connaissance de pays qui auraient mis en place des formations pour justement que ces personnes-là puissent trouver un moyen de subsistance? Oui. Oui. Allô? Oui, on t'entend. C'est bon? Oui. Oui, étant originaire de la Côte d'Ivoire, j'ai participé justement à une formation et c'est moi qui avais fait la proposition de ce rite, de ces alternatifs pour permettre aux personnes de sensibiliser les exciseuses elles-mêmes. Et lors des discussions avec les exciseuses, elles nous ont dit qu'elles avaient que ça comme moyen de subsistance et qu'elles ne pouvaient pas arrêter parce que c'était un vrai métier pour elles. Et donc on a réfléchi, on nous a demandé à réfléchir ensemble à ce qu'on pouvait faire pour les sensibiliser encore plus. Et c'est comme ça, à la suite de cette réflexion, on a décidé de mettre en place, que ce soit sur le plan de l'artisanat, dans le cadre de l'autonomisation des femmes, parce que je travaille beaucoup sur cette question d'autonomisation des femmes à travers l'association, et essayer d'avoir ces exciseuses-là en leur proposant autre chose que ce métier-là. Parce qu'il y en a qui le font pour un vrai métier pour lequel elles sont payées. Et il y en a qui perpétuent la tradition. Donc il y a une typologie d'exciseuses qu'il faut faire en amont pour pouvoir travailler sur ces différentes pratiques. Et donc ces exciseuses qui le faisaient pour un métier, on a pu travailler avec elles en leur proposant d'autres alternatives économiques pour qu'elles puissent arrêter et même dénoncer les exciseuses qui sont, elles, là, perpétuer la tradition. Donc voilà, c'est à travers cet exemple-là qu'aujourd'hui je suis, dans mes discussions, dans mes prises de parole, je demande qu'ils soient pris en compte cette partie, ces alternatives. Merci. Bonjour, Zoutab Moyan et Borkatov, Shalom Arshad. Je représente officiellement ici le Luxembourg depuis 18 ans, la Belgique, les Pays-Bas et la communauté d'Israël. Je fais un témoignage en tant que journaliste, artiste, enseignante, animatrice, française, luxembourgeoise et d'origine israélienne. Donc j'ai dénoncé des violences graves il y a 23 ans en déposant plainte contre le père de mes filles pour des violences graves commises sur moi, commises sur mes deux filles. Mes filles m'ont été placées. J'ai été condamnée le 10 février 2006 comme beaucoup de mamans ici en France pour avoir protégé mes deux filles et pour les avoir crues. Pourtant, mes filles, quand elles m'ont révélé ce qui s'est passé, comme beaucoup de mamans, j'étais complètement dans le déni. J'étais loin d'imaginer les horreurs qu'elles étaient en train de vivre. Et depuis 1 an, je défends 2 associations, l'association Défendre les enfants et l'association L'Enfance au cœur, dont une de mes avocates a été auditionnée cette semaine à l'Assemblée nationale, Maître Christine Serrata. Est-ce que vous avez une question à poser? Alors la question, quand est-ce que vous organiserez des conférences pour dénoncer les victimes d'inceste et de viol, donc des petites filles, dont moi j'en ai été victime aussi, puisque nous aussi nous sommes des mutilés, nous aussi nous subissons des sévices ou des traumatismes que nous avons depuis nos viols. Et actuellement c'est reconnu puisque la grande majorité de ces femmes, petites filles, qui ont survécu à des viols,
souffrent d'endométriose. Et actuellement, l'endométriose, c'est beaucoup de femmes qui souffrent de ça. Tout à fait, je suis entièrement d'accord avec vous et je pense que Anita a déjà parlé tout à l'heure de toutes ces violences-là et je pense qu'il y aura certainement d'autres conférences sur ces thèmes. Il y a une conférence jeudi au début du mois de mars consacrée à l'endométriose. Je vous conseille vraiment d'y aller. Merci pour le partage. Merci. D'autres questions, s'il vous plaît. Bonjour. Merci pour nous inviter. Nous, on vient de l'Espagne et on aimerait savoir, s'il vous plaît, dans la salle, vous m'excusez, parce que j'ai mon test. Et je voudrais savoir comment ça fonctionne quand vous dites, vous les médecins, vous avez des certificats pour les signer avec les enfants. Est-ce que les autorités ici, il enlève les passeports à les gens qui voyagent en Afrique, les gens qui ont les petites filles pour voyager en Afrique? Est-ce que vous pouvez savoir quel est le protocole ici? Comment ça existe le protocole? Parce que nous, on a un protocole en Espagne qui protège les enfants. Quand une maman veut voyager, surtout si c'est l'Afrique, on l'enlève le passeport et à les enfants ne peuvent pas voyager jusqu'à 18 ans. Je ne sais pas comment ça fonctionne ici à Tours ou en France, si vous avez un protocole similaire à ça. Si vous n'avez pas un protocole similaire à ça, on sait que le papier, c'est un papier qui est raciste pour nous, parce que s'il y a d'autres pays comme la Colombie, comme aussi le Pérou, qui peuvent voyager sans qu'on t'enlève pour les pays, Asie aussi, qui peuvent voyager sans qu'on te fait signer un papier pour protéger l'enfant. Je crois que, je ne sais pas comment ça fonctionne en France, j'aimerais savoir. Si vous nous excusez, mon nom c'est Aïssa Diallo et je suis à Barcelone, notre association c'est à Cana. Merci. Alors, on n'a pas de... juste pour répondre à la question, de ce que je connais, il n'y a pas de protocole aussi coercitif en France. Et par contre, peut-être le message important, c'est que sur l'année 2018, il n'y a eu que 4 signalements qui ont été faits. 4. Sur toute l'année en France. C'est juste pour dire qu'il y a probablement une énorme sous-estimation du nombre de petites filles à risque. Et donc, en fait, pour être parfaitement honnête, je ne sais même pas comment s'applique le protocole, parce que moi-même, je ne l'ai jamais expérimenté. Donc peut-être qu'il y a des personnes plus sachantes dans la salle qui sauront, mais pour sûr, on n'enlève pas les passeports et on n'interdit pas aux petites filles de voyager jusqu'à leur majorité. Ça n'existe pas. En fait, c'est plutôt un protocole sur une très courte durée lors d'un moment à risque, comme lorsqu'on signale un enfant qui est en danger ou une personne majeure vulnérable pour d'autres raisons. En fait, le but c'est d'essayer de la mettre en sécurité, mais il n'y a rien de coercitif comme d'enlever les papiers d'identité. Non, on ne fait pas ça en France. Enfin, sauf si, si je me trompe. Mais non, vous ne me trompez pas. J'abonde dans le même sens. On ne fait pas ça en France et je ne crois pas qu'en Espagne non plus on le fasse, parce que j'ai déjà travaillé effectivement avec des personnes en Espagne. C'est quand on a une suspicion très forte, c'est en ce moment-là que la personne sera retirée. Sinon, même dans le cadre de la CEDH, on ne peut pas empêcher une enfant de voyager parce qu'elle serait... Il faut qu'il y ait franchement une suspicion forte et un signalement très fort pour que le document de l'enfant soit retiré.